il est clair que nous sommes dans un contexte qui est marqué par une crise sociale et sociétale profonde. À mon avis, aujourd'hui, les principaux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est d'abord une crise des institutions. Quand je parle d'une crise des institutions, c'est dans le sens où aujourd'hui, nous avons l'impression que nos institutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, sont d'une certaine manière déconnectées de la réalité des populations. Et aujourd'hui, il me semble que l'un des défis majeurs, c'est de pouvoir reconstruire ces institutions-là. Et quand je parle de reconstruire ces institutions, il est important que l'on puisse adresser des questions comme la question de la gouvernance de nos institutions, en mettant en fait le citoyen au cœur de ces réformes liées à la gouvernance, notamment par des exigences de redevabilité, mais de redevabilité aux citoyens. Ça, c'est pour les institutions publiques. Alors, pour les institutions sociales, nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis majeurs liés d'abord au poids démographique de la jeunesse de notre population. Et il me semble que nous n'avons pas encore trouvé les réponses appropriées pour adresser les problématiques que pose ou les défis que pose la jeunesse de la population. Ça veut dire qu'en termes d'emploi, en termes de sécurité, en termes d'éducation, il y a des transformations qui sont en cours dans notre société et que nous n'adressons pas suffisamment. Et moi, il me semble que ça fait partie des défis majeurs. Quand je parle de crise de la gouvernance, je veux juste évoquer le fait que aujourd'hui, on a un problème d'abord de représentativité, mais je l'évoquais tout à l'heure, de redevabilité. Nous avons connu comment dirais-je, des épisodes de malgouvernance ou des faits de malgouvernance réels ces 12 dernières années, et peut-être même on peut dire assez avant. Mais ce qui est marquant, c'est qu'on a l'impression qu'on s'est installé dans un contexte d'impunité généralisée qui fait qu'aujourd'hui, les problèmes de gouvernance, même quand ils sont identifiés, il n'y a pas vraiment de réponse. De manière très concrète, aujourd'hui, l'exemple le plus patent, c'est par exemple tous les faits de détournement qui ont été rapportés par des institutions de contrôle de notre pays, notamment par rapport au fonds COVID-19, et pourtant, aujourd'hui, il n'y a rien. Et quand je dis il n'y a rien, en termes de sanctions, en termes de poursuites, on tente même de minimiser la question de la malgouvernance. Et pourtant, on peut se dire qu'il y a quand même des institutions qui sont chargées de veiller à la bonne gouvernance. On nous avait promis une gouvernance sobre et vertueuse. Mais à l'inverse, à l'arrivée, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est très loin de cela et que la question de la gouvernance vertueuse est restée comme une sorte d'incantation, mais ne se décline pas de manière très factuelle. Et donc, cela a contribué à créer une certaine distance entre le citoyen et ses dirigeants, parce que tout simplement, on ne rend pas suffisamment compte aux citoyens. Et aujourd'hui, au-delà même de la question des détournements, il y a aussi un élément important, la question de l'accès à l'information. Aujourd'hui, pour que l'on puisse avoir, pour qu'on puisse parler de bonne gouvernance, il y a la nécessité d'avoir accès aux informations budgétaires. Mais aujourd'hui, on a un vrai souci par rapport à cela. Même quand des documents sont rendus publics par les organes de contrôle, quand on y fait référence,
on dit, ah oui, mais non, mais vous ne devez pas en parler, est-ce que c'est un document confidentiel ou pas? Et donc, il y a des régressions au niveau des droits fondamentaux des citoyens et qui rendent complexe la question de la gouvernance. D'abord, il me semble que l'un des principaux défis ou le principal enjeu, c'est vraiment de déconstruire cette notion de jeunesse. Quand je parle de déconstruire la notion de jeunesse, le poids démographique est certes important, mais dans la mise en œuvre ou dans la définition des politiques à l'endroit des jeunes, on utilise des modèles assez globalisants et assez homogénéisants en mettant tous les jeunes dans ce groupe et on essaie de leur apporter une réponse unique. Alors qu'il y a une multitude de jeunes, j'ai envie de dire. J'aimerais même parler des jeunesses qui existent et qui sont là au Sénégal. Et donc, de ce point de vue-là, pour pouvoir répondre à leurs besoins en éducation, leurs besoins en emploi, il est important de savoir quelles sont les aspirations de cette jeunesse ou de ces jeunes. Parce que tout simplement, ces aspirations, aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que nous sommes loin de les avoir prises en charge et ça se matérialise par des formes de migration irrégulière. Je n'utiliserai pas le terme de migration clandestine parce que c'est encore autre chose, mais des formes de migration irrégulière, des espoirs brisés. Et en fait, mais il me semble que aujourd'hui, l'un des défis, c'est qu'on est parti sur un modèle peut-être très européocentré d'éducation et qui ne convient pas aux communautés. Et donc, il est important de voir quels sont les modèles alternatifs d'éducation qui existent, mais aussi les modèles alternatifs de réussite qui parlent le plus aux jeunes pour pouvoir peut-être orienter ou en tout cas accompagner ou construire des programmes et des politiques autour de cela. On peut, d'une certaine manière, penser que par rapport à l'emploi ou à la participation politique, on a fait un certain nombre de choses, mais moi j'ai l'impression en tant que sociologue que ce soit pour les jeunes ou pour les femmes, ces dernières années, avec la bipolarisation du monde politique autour de deux grandes entités, il y a même un certain recul de l'engagement des femmes et des jeunes. De manière très concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes s'engagent en politique pour que ce soit pour s'en sortir d'une certaine manière. La politique devient un moyen d'ascension sociale. Donc, pour répondre à une crise de l'emploi, on s'engage en politique en espérant pouvoir y avoir quelques subsides. En fait, pour moi, ça cache très mal, que ce soit pour les jeunes que pour les femmes, une crise de la citoyenneté. Parce qu'en réalité, on a l'impression que les gens s'engagent dans des partis politiques, mais en même temps ont un rapport à la République, à la nation, qui devient de plus en plus distancié ou bien qui devient de plus en plus individualisé. J'ai même envie de parler de dépolitisation des jeunes dans le rapport à la République, tout simplement. Pour les femmes, il y a eu beaucoup de programmes sur la participation politique des femmes. On peut, en s'appuyant sur des instruments comme la loi sur la parité par exemple, on peut se dire, ben voilà, il y a quand même plus de femmes dans les instances. Mais en réalité, cette représentation numérique ne garantit pas une participation qualitative des femmes dans la vie politique. J'ai l'impression que, et même aujourd'hui, quand vous voyez, on n'a pas encore entendu beaucoup de candidats, beaucoup de programmes de candidats, mais on s'interroge sur la question des droits des femmes, sur la question de l'accès des femmes
à certains postes à certains postes de décision et autres, qu'est-ce qu'ils vont en dire? Quelles sont les réformes en profondeur qui sont proposées? Ça, on ne sait pas. Et aujourd'hui, quand vous voyez la représentation des femmes au niveau des candidatures, il y a une seule femme sur 19 candidats. Ça pose quand même question. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un certain peut-être recul mais dans le jeu politique et que la participation des femmes reste encore quelque chose sur lequel il faut travailler, un défi majeur. Et d'ailleurs, ce qui est marquant, c'est que dans le champ politique au niveau des leaders, il y a très peu de femmes, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, dans les organisations de société civile, il y a des plateformes de femmes qui sont là pour observer, pour accompagner, pour conduire des programmes sur le leadership et la participation politique des femmes. Peut-être qu'il serait temps de les évaluer et de voir mais qu'est-ce qui cloche finalement et d'agir sur cela. Parce que en termes de participation politique, je suis désolée, mais il me semble que nous restons encore ces faiseuses de rois, c'est-à-dire celles qui suivent, celles qui s'occupent de mobilisation, et donc là, en termes de contribution vraiment au débat public, il y a encore du chemin à faire. Je pense qu'une des solutions ou une des démarches à tester, c'est d'abord dans le mode de désignation de ceux qui nous représentent. Quand je dis le mode de désignation de ceux qui nous représentent, mais souvent on nous dit, je vais prendre l'exemple de cette institution qu'est l'Assemblée nationale, où les listes doivent être paritaires. Le bureau était censé l'être, mais il ne l'est pas vraiment. Donc, c'est-à-dire que même là où on produit des lois, on ne respecte pas forcément les règles et ça, c'est problématique. Mais au-delà de tout ça, c'est-à-dire que sur la représentativité, comment ça se fait? C'est-à-dire que des gens se retrouvent sur des listes sans pour autant, pour la plupart, qu'ils puissent être mandatés par des populations. Je pense que sur la question de la représentativité, il faudrait peut-être partir des cercles des cercles ou des cadres de concertation les plus locaux. C'est-à-dire à l'échelle des quartiers, les femmes s'activent à ces niveaux-là. Et peut-être que les élections aillent de représentativité aille du bas vers le haut pour qu'on puisse se dire que, ben voilà, ce sont ces personnes-là qui ont été choisies par leur communauté ou en tout cas proposées par leur communauté. On procède donc par des élections à différents niveaux pour que finalement, à l'échelle des quartiers, à l'échelle des communes, à l'échelle des départements et des régions, on puisse avoir des formes de représentativité comme ça et donc on pourrait constituer par exemple une assemblée nationale sur cette base-là et on pourra dire que ben, voilà, cette personne représente vraiment la localité d'où elle vient. Par exemple. Souvent, on se trompe, et notamment sur cette question de l'institutionnalisation de la question de la participation politique des femmes en mettant en place, par exemple, des cadres où les femmes sont censées se retrouver. Mais en fait, il me semble que ça dépasse largement une affaire de femmes, mais c'est une affaire de personnes. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est censé qu'on est plus sensible aux problèmes de femmes. Et donc, ça veut dire qu'on revient peut-être à quelque chose que l'on appellerait une masculinité positive, mais en fait, je dirais tout simplement qu'il y a une nécessité de considérer les personnes comme des personnes tout simplement avec des droits, avec des devoirs et avec des obligations et avec des capacités et des compétences. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un poste de responsabilité, on va commencer à agiter la question de la compétence pour en fait masquer le fait que finalement on veuille mettre des hommes au devant. Mais pour dire tout simplement qu'il y a d'abord au niveau de la représentativité la question de la congruence qu'il est nécessaire de prendre en charge. Je parle de décolonisation de notre éducation et pas seulement, mais des savoirs de manière générale. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons tous été à l'école
occidentale. Mais quand on voit les aspirations de nos pays, quand on voit les aspirations des jeunes, quand on voit les aspirations des communautés en termes de modèles ou de projets de société que nous voulons bâtir, ce sont des modèles qui sont importés. Et on voit qu'il se crée de plus en plus des modèles alternatifs qu'il serait intéressant d'étudier. Ça veut dire qu'il est important de voir comment les communautés pensent leur société, le vivre ensemble et quel type de citoyens sénégalais elles veulent construire et donc partir sur ces modèles-là. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on voit l'échec patent de ce modèle occidental. Quand je parle de l'échec patent du modèle de l'école occidentale, parce que tout simplement, on reprend des choses, on standardise des modèles que l'on nous applique que l'on nous applique sans tenir compte des contextes. Et donc, finalement, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on en est encore à constater l'inadéquation entre la formation et l'emploi. On est en train de concevoir, de constater tout simplement que l'école devient une fabrique de chômeurs. Et donc, parce que tout simplement, peut-être qu'il faudrait revoir les choses. Je parlais tout à l'heure de la nécessaire décolonisation, mais parce que tout simplement, il y a des problèmes de fond qu'il nous faut adresser. Ça veut dire qu'il nous faut corriger les injustices épistémiques qui existent entre nos sociétés. Et quand je parle d'injustice épistémique, ça veut dire que l'école, le modèle d'éducation que nous avons doit être analysé comme un objet d'inégalité et de voir comment corriger ces inégalités-là pour pouvoir nous en sortir. Et aujourd'hui, il est important de voir quels sont les modèles de réussite qui sont privilégiés dans notre société et construire des programmes de formation en fonction de cela. Je vais donner un exemple en lien avec l'économie néolibérale et capitaliste dans laquelle nous sommes, mais qui ne répond pas, qui ne correspond pas forcément à ce que au mode de production dans nos pays. Quand je parle de mode de production dans nos pays, on a qualifié nos économies d'informelles. Je vais reprendre la formulation d'un collègue, le docteur Khadim Bambadjan, qui parle plutôt d'économie parallèle. Parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment considérer la question de l'emploi et voir comment y répondre, il est important de voir quels sont les acteurs de cette économie parallèle et voir quel est ce modèle économique qui est différent du modèle capitaliste qu'on nous a imposé et dans lesquels plutôt les communautés se retrouvent et arrivent finalement à construire des parcours de réussite qui font exemple dans les banlieues, dans les communautés, dans les contextes ruraux. Et ça, il me semble que c'est important. Une question très importante, la refondation de l'État. Quand je parle de refondation de l'État, repenser nos institutions. Il est important aujourd'hui de pouvoir mettre à plat tout ce qui ne marche pas par rapport à nos institutions et de pouvoir les repenser pour qu'elles puissent nous répondre. Mais la deuxième priorité, à mon sens, c'est la question de l'accès à la santé. Et aujourd'hui, il faudrait que l'on puisse sortir de ces modèles standards, les modèles voyageurs, comme dirait Jean-Pierre-Olivier de Sardon, tels que, par exemple, les mutuelles de santé qui ne nous permettent pas d'atteindre la couverture santé universelle. Ça, on a perdu 20 ans. Mais donc, aujourd'hui, il est important de dire mais comment prendre en charge la santé des populations et surtout la santé du plus grand nombre. Ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, on a un échec dans la mise en œuvre, on reconnaît un échec dans la mise en œuvre de ce programme qui est en fait sous-financé. L'enjeu majeur, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la santé, il est important que nos États respectent leurs engagements internationaux. Ça veut dire mettre plus, pour montrer que la santé est une priorité, il est important que des financements domestiques, les financements de nos pays puissent
nos propres ressources puissent financer notre santé. Parce que malheureusement, comme la plupart des secteurs, notre santé est fortement dépendante des financements extérieurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une fragmentation et une verticalité des programmes qui les rendent totalement inefficaces ou inefficients pour la plupart, pour le plus grand nombre. Et donc, il est important aujourd'hui de pouvoir régler la question de l'accès à la santé. Et surtout, aujourd'hui, il est important aussi de prioriser ce qu'on appelle les maladies émergentes et réémergentes ou ces maladies qui sont négligées. On va faire un focus sur les maladies qui sont prises en charge dans le cadre des initiatives de santé globale, mais dans le même temps, on va ignorer, ou en tout cas, on va faiblement investir sur des pathologies qui aujourd'hui sont les plus importantes, touchent en fait une part importante de la population. Je parle par exemple des cancers, je parle des maladies cardiovasculaires et donc de ce point de vue-là, les réponses restent faibles parce que tout simplement, nous sommes très dépendants des initiatives de santé globale qui de toute façon commencent aussi à s'essouffler. Donc, et ça pour moi, c'est une urgence. La troisième urgence, à mon avis, c'est la question de l'éducation et de l'instruction au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important pour nous de reconstruire des citoyens. Et quand je dis de reconstruire des citoyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment réconcilier le citoyen sénégalais avec sa République, avec sa nation, comment, et ça appelle à mon sens une quatrième urgence, celle-là de la nécessité de repenser nos valeurs, c'est-à-dire quelles sont les valeurs sur lesquelles nous devons réfléchir et construire ensemble pour refaire nation. Il me semble que ça, c'est quelque chose d'assez important. Et ensuite, une dernière priorité pour moi, c'est prendre à bras le corps la question des jeunes et des jeunesses et de dire la question, le poids démographique n'est pas un problème, mais ce doit être aujourd'hui un levier pour assurer le développement de nos pays dans les 5, 10, 20 prochaines années.